BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes tête de liste désormais aux élections européennes. On va revenir évidemment sur cette bataille qui s'engage puisque vous avez décidé de vous lancer dans cette campagne des élections européennes. Je voudrais qu'on commence quand même par ces images qui nous arrivent de Lampedusa. Lampedusa, c'est cette petite île au sud de l'Italie, au sud de l'Europe donc, qui est en état d'urgence depuis hier soir pour avoir vu débarquer 6000 migrants en 24 heures. La plupart d'entre eux viennent de Libye où la situation est évidemment terrible depuis le passage de cette tornade. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Alors déjà, il faut que les gens qui regardent ces images mesurent que ce n'est que le début. Je veux dire, nous ne sommes même pas aux prémices de ce que nous allons vivre. Donc c'est dire l'immense défi civilisationnel qui nous attend à travers cette submersion migratoire. Parce que je pense que quand on a 6000 migrants qui arrivent en 24 heures sur une île de 6000 habitants, on peut parler de submersion et les Italiens d'ailleurs ont un terrible sentiment d'abandon. Première chose d'ailleurs, puisque vous parlez à l'instant des élections européennes, ça nous rappelle l'immense enjeu qui est celui de ces élections européennes, à savoir changer non seulement de majorité, ce qui sera possible, et changer la présidence de la Commission. Je rappelle que Madame von der Leyen, qui a été élue notamment par le groupe auquel appartient les Républicains, est une femme qui a évincé l'ancien président de Frontex, Fabrice Leggeri, parce que cet homme voulait faire de Frontex une agence de protection de nos frontières. Alors elle voit Frontex comme une agence humanitaire qui est là d'abord pour aller chercher les bateaux de migrants et les ramener sur nos côtes. Donc oui, mais enfin, entre-temps, ils sont là ces bateaux. Oui, mais pardon, mais ils sont là, mais parce qu'il y a aussi ce genre de signal qui est envoyé. Ils sont là parce qu'il y a aussi des signaux tels que celui que nous avons vu hier avec la tribune de pour la vous, gauche. Ils sont là à cause de ces signaux. Ils sont pas là parce ils sont aussi là à cause des signaux. Ils n'ont plus rien à perdre. Pardon, madame, mais quand on regarde aujourd'hui le modèle qu'il y a en Australie, qui a envoyé des signaux extrêmement fermes de fermeture justement de leurs frontières et de refus d'accueil, il n'y a plus aujourd'hui de bateaux qui tentent de la traverser pour aller en Australie. Donc géographiquement, vous reconnaîtrez que c'est pas tout à fait la même situation. Tout à fait, mais il y a aujourd'hui des appels d'air, j'y reviens, qui sont envoyés. Je vous parlais à l'instant de la tribune qui a été co-signée par la gauche, par une partie de Renaissance et du Modèle, qui appelle à la régularisation des sans-papiers, qui existe aujourd'hui d'ailleurs déjà dans notre pays, même si elle n'est pas automatique. Mais quand vous cumulez, s'il vous plaît, si vous voulez, à la fois ce message de récompense possible quand vous violez les frontières françaises, l'accès particulièrement généreux aux aides sociales, l'accès à la nationalité également, qui aujourd'hui en France est extrêmement facile, notamment par l'existence du droit du sol, bien évidemment, vous incitez à cette immigration et donc vous alimentez le souhait et l'envie de ces populations de se rendre en Europe. Je vais revenir sur ma question sur parce le rêve que d'un Eldorado qui n'existe pas, malheureusement, ou plus en tout cas. Ça m'a frappé lorsque je vous ai posé cette première question sur les images que l'on voit et que je décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC, de ces toutes petites embarcations, ces tout petits bateaux avec effectivement sur chacun plusieurs dizaines de migrants qui affluent. Vous m'avez tout de suite répondu, c'est un enjeu civilisationnel. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot civilisation. Vous êtes chrétienne, vous le dites, vous le revendiquez, vous parlez d'ailleurs des racines chrétiennes de la France. Le pape François arrive en France dans quelques jours et lui, il estime qu'il s'agit précisément d'un naufrage de notre civilisation, il utilise le même mot que vous, naufrage de notre civilisation que de garder cette politique migratoire européenne qui repousse l'étranger. Oui, moi je suis en désaccord avec le pape François. Je trouve que le pape François n'a pas à faire de la politique et qu'il en fait trop. Vous savez, le pape n'est infaillible que sur le dogme. On ne va pas faire de la théologie. Mais donc, en l'occurrence, il a son prisme aussi de pape sud-américain qui ne connaît pas finalement aujourd'hui le type d'immigration que nous connaissons et qui manifestement ne mesure pas ce à quoi nous sommes confrontés. Je crois qu'il n'est pas charitable aujourd'hui de promettre à ces populations un accueil que nous ne sommes plus en mesure de leur donner, un travail que nous ne sommes plus en mesure de leur donner et surtout au prix de la cohésion et de la sécurité et du calme de nos propres sociétés. Parce que aujourd'hui, il choisit pas entre les êtres humains. Il a été à Lampedusa, le pape. Il a choisi cet endroit pour aller dire la messe il y a quelques années. Je suis une responsable politique française et donc ce qui m'importe d'abord, c'est le bien-être, les intérêts et la cohésion de mon peuple et de mon pays. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est les conséquences de cette immigration incontrôlée sur notre pays, à la fois en matière de sécurité, j'espère bien sûr qu'on y viendra, en matière économique et en matière culturelle. Vous me parlez à l'instant des racines chrétiennes. On n'a pas besoin d'être catholique dans ce pays pour admettre quand même que notre pays a des racines chrétiennes. Il est évident qu'aujourd'hui, l'immense bascule culturelle que nous sommes en train de vivre peut changer définitivement le visage de notre pays. Si demain,
pardonnez-moi, mais l'islam devient majoritaire et que de fait, comme dans l'ensemble des pays où l'islam est majoritaire, la charia s'applique à des niveaux différents, bien nous ne serons plus le visage de la France que nous connaissons aujourd'hui, celui de la liberté de la femme, celui de la liberté d'expression, d'opinion, de la liberté même de conscience. Et donc moi je ne veux pas, j'ai 2 petites filles, je ne veux pas voir cette bascule à l'œuvre. Et en voyant aujourd'hui ces bateaux arriver, il faut comprendre que c'est ça qui se joue. Et donc c'est ça aussi qui va se jouer au niveau européen, j'insiste. C'est ça qui se joue, et c'est ça qui se joue aussi au niveau européen. Parce que ça, ce qui est vrai, et là vous avez raison, et c'est en ça que les Italiens se sentent abandonnés, ils sont la porte d'entrée géographique du continent, c'est évidemment une réponse nationale d'abord, on vous a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de pistes, mais c'est aussi une réponse européenne, bien évidemment, parce que c'est devenu un enjeu continental. Aujourd'hui, pendant longtemps, un certain nombre ont cru que la France payait d'une certaine manière son passé colonial ou son succès lié à la francophonie, mais non, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les pays européens sont frappés, donc ça appelle aussi une réponse collective, d'où la nécessité de changer la présidence de la Commission et de faire enfin, notamment de Frontex, une véritable agence de défense de nos frontières. On l'a bien compris, et d'ailleurs c'est votre slogan, le slogan de votre campagne, c'est protéger notre civilisation. Je vous repose la question, avez-vous avec le pape une autre acception du mot? C'est-à-dire que pour vous, vous ne parlez pas de la même chose quand vous dites le mot civilisation. Je veux bien. Pour vous, civilisation, c'est quoi? Je veux bien qu'on parle du pape pendant un quart d'heure, mais je suis pas là pour faire un débat avec le pape. Je vous ai dit que j'étais en désaccord. C'est pas un débat sur le pape, c'est un débat sur le mot de civilisation que vous avez donné dès la première minute de votre réponse. Il y a une civilisation européenne, comme il y a une civilisation africaine, chinoise, indienne. Je considère que cette civilisation européenne a sa spécificité, sa singularité, sa beauté, qu'elle a le droit dans le concert de l'humanité d'exister et de continuer d'exister, et qu'elle sera condamnée à la disparition si en effet, pardonnez-moi ce terme abrupt, mais le continent africain se déverse pour des raisons démographiques et économiques sur le continent européen. Et donc en cela, je considère que le pape n'a pas à se mêler de politique, que vous savez, il commence déjà par remplir les églises françaises qui sont bien vides face au contraire à un islam de plus en plus conquérant et de plus en plus. Il s'apprête à remplir le stade Vélodrome et de plus en plus fondamentaliste. Donc en l'occurrence, voilà, je peux pas vous dire mieux. Vous auriez été vous présidente, vous iriez à une messe du pape au stade Vélodrome? Je suis pas du tout choquée par ça. Je veux dire, là on est face à une polémique en ce qui concerne la présence éventuelle du président à la messe. Macron qui prévoit d'y aller. Totalement montée par la France insoumise. C'est objectivement, je pense, une polémique qui n'existe pas dans la société française, mais qui est d'autant plus ridicule qu'on a depuis quelques jours LFI qui au contraire invite à la violation des lois de la République au sein des écoles, qui n'est pas choqué manifestement par le fait qu'on puisse porter des tenues islamiques à travers l'abaya au sein de nos écoles publiques, et qui dans le même temps va faire une polémique parce que le président pourrait éventuellement assister à une messe. Bon, honnêtement, je trouve que c'est pas à la hauteur du niveau du débat politique. Au-delà de la question politique, au-delà de la question de la foi, vous, femme française de votre âge, vous seriez à Lampedusa face à ces bateaux qui arrivent, vous faites quoi? Ah mais je pense qu'il faut les renvoyer vers les ports d'origine. Parce que le problème, si vous voulez, parce que moi je veux bien qu'on parle de charité. Vous les retournez, on parle de charité, mais il faut imaginer que derrière ces images, on n'est pas face à quelque chose de spontané, on est face à quelque chose d'organisé. Je veux dire, on ne va pas y revenir, on en a très largement parlé. On sait aujourd'hui qu'il y a des trafics d'êtres humains, on sait qu'il y a des ONG, ça a été démontré par de nombreux rapports, notamment en Italie, qui participent de ce trafic et qui alimentent ce trafic. On sait évidemment que pour des raisons statistiques, plus il y a de tentatives de traverser, plus il y a de morts en Méditerranée. Donc je veux dire, les politiques aujourd'hui que nous mettons en place, ce laxisme que nous alimentons, il participe de la mort de ces personnes qui, au péril de leur vie, bien sûr, traversent. Moi, je n'en veux pas à ces personnes. J'en veux aux responsables politiques qui continuent de leur dire que nous sommes en capacité de les accepter. Enfin, je veux dire, on a encore vu une terrible nouvelle de cette femme qui a été massacrée à Nice par un Ougandais. On voit aujourd'hui le lien que Non, pardon, la personne qui a attaqué la femme à Nice, manifestement, est de nationalité subsaharienne. Et donc, en l'occurrence... je pensais que vous parliez de celle qui est... Pardon, à Nîmes. Okay. Oui, non, on parle pas de la même chose. Mais je vous donne cet exemple, mais qui est révélateur. C'est-à-dire qu'il y en a eu un Suédois hier, vous choisissez quand même... En effet, excusez-moi, moi je suis remontée sur celle qui a été tabassée en pleine nuit, effectivement, visiblement dans une agression totalement gratuite et laissée pour morte. Il était suédois. C'est-à-dire qu'en fait, vous choisissez celui qui vous arrange. Je choisis pas du tout. Aujourd'hui, même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, admet qu'il y a un lien structurel entre immigration et délinquance. Il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur, pour ne citer que cela, qui rappellent quand même que la moitié de la délinquance à Paris et à Marseille sont liées à des personnes de nationalité étrangère. À Lyon, c'est 40%, donc je vous laisse imaginer à Nice et dans toutes nos grandes villes. Donc aujourd'hui, à un moment donné, expliquer qu'il est charitable de laisser cette situation se mettre en place, allez expliquer ça aux familles aujourd'hui qui sont autour
du lit de ces victimes, soit laissées pour mortes, soit mortes. Une fois de plus, moi d'abord, je m'intéresse à ceux dont j'ai la responsabilité, c'est-à-dire ces victimes françaises dans leur propre pays qui n'arrivent plus à vivre du fait des conséquences de l'immigration. On va revenir sur la loi immigration, sur cette question aussi de sécurité. Je voudrais qu'on parle d'Europe, puisque ça va être effectivement votre cheval de bataille. Quand vous voyez justement l'Italie, Giorgia Meloni n'a pas voulu choisir entre l'Italie et l'Europe. Elle est restée très pro-européenne, et d'ailleurs ça se passe très bien avec les institutions européennes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que quand on partage des idées de Giorgia Meloni, dont vous partagez un grand nombre d'idées, on peut finalement, comme elle, bon an mal an, rester assez pro-européenne? Alors déjà, la situation italienne n'est pas tout à fait la situation française, comme vous le savez, et c'est en cela d'ailleurs que le sujet notamment de la dette et de la situation économique est un sujet majeur de souveraineté et de liberté, parce qu'aujourd'hui, l'Italie est tributaire d'un certain nombre de plans de relance européens qui, d'une certaine manière... Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle n'a pas le choix d'être européenne, elle a besoin des Européens comme de ses banquiers. Il y a une partie subie, c'est-à-dire qu'on parle de l'immigration. Moi, j'ai vu Giorgia Meloni, je la suis depuis longtemps, je sais que c'est une femme qui a les idées très claires sur aujourd'hui le risque que représente l'immigration, notamment clandestine, qui a voulu prendre un certain nombre de mesures très fortes, qui s'est vue empêcher, soit parce qu'en effet la Commission a tapé du poing sur la table, soit parce que la Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé à l'ordre, soit parce que même les cours nationales, par des jurisprudences complètement scandaleuses, ont empêché aujourd'hui qu'on puisse condamner les ONG qui étaient à l'origine de l'arrivée de ces migrants. Et donc la conséquence, c'est qu'elle s'est dit je change de stratégie, je monte au niveau européen et je tente de trouver un consensus au niveau européen. Et pour cela, en effet, elle travaille avec la Commission. Moi, ce que j'ai envie de dire à l'occasion de ces élections européennes, c'est que comme nous avons l'opportunité historique de pouvoir faire basculer le centre de gravité vers la droite, tous les sondages le montrent, l'objectif c'est quoi? C'est de permettre à des gens justement comme Madame Meloni de pouvoir appliquer en lien avec l'Union européenne les politiques qu'ils ont envie de mettre en œuvre et non plus d'avoir au sein de l'Union européenne une politique contraire qui veut justement désarmer tous ces pays face à ce phénomène. Jordan Bardella sera à la tête de liste pour le Rassemblement national. Aucun moyen que vous vous réconciliez, que vous fassiez une liste commune? Alors, vous savez, moi j'ai lancé un appel le dimanche dernier lors de mon discours aux Républicains notamment. J'ai invité à ce que nous puissions travailler avec des gens comme François-Xavier Bellamy, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui avait, souvenez-vous, expliqué qu'il voterait Éric Zemmour face au deuxième tour des élections présidentielles s'il était face à Emmanuel Macron, pour Nadine Morano, qui a eu une intervention courageuse sur la répartition des migrants contre d'ailleurs son propre groupe, ou des gens comme Julien Aubert, je l'ai longtemps combattu dans le Vaucluse, mais tout ça pour vous dire que... ça c'est du côté des Républicains. Ça veut dire que vous tournez le dos. Ce sont des gens avec qui vous êtes passé de ce côté-là et non plus du côté du RN. On a pu être concurrents, mais je trouve qu'à un moment donné, la conviction que j'ai et le souhait que j'ai ardemment, c'est que les idées auxquelles je crois puissent gagner. Et je crois qu'aucun parti ne peut gagner seul. Voilà. Et donc depuis le départ, c'est l'un des fondements de mon engagement. Déjà, quand j'étais au Rassemblement national, je défends cette idée d'alliance des droites. Je pense qu'il faut se réunir autour de la table, être capable de mettre ensemble de complémentarité avec les Républicains, avec également le Rassemblement national. Nous l'avons proposé. Ça vous demande plus d'efforts? Non, pas du tout, parce que je veux que les choses soient claires et que ça concerne tout le monde. Au moment des législatives, nous avions proposé cette coalition face à la coalition de l'extrême gauche. Le Rassemblement national avait refusé, comme les LR. Aujourd'hui, j'ai cru percevoir une évolution de Jordan Bardella il y a quelques jours, et donc j'ai immédiatement répondu: très bien, discutons-en, mettons-nous autour de la table avec les Républicains, prenons rendez-vous et voyons comment cette coalition peut prendre forme. Voilà, jusqu'ici, je n'ai pas eu de réponse claire, mais j'espère que... Il vous a pas rappelé ou vous n'avez pas échangé de messages? Pas à l'heure où on parle, mais je veux dire... Mais vous pourriez rejoindre sa liste? Vous pourriez prendre place dans la liste? Je veux dire, aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir Jordan Bardella qui va être où dans la liste. Il s'agit déjà d'une question de principe. Est-ce qu'on est prêt ou pas à travailler avec d'autres? Est-ce qu'ils sont prêts ou pas à travailler avec d'autres partis, ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'alors, à se mettre autour de la table et à réfléchir à un accord sur un projet européen sur l'essentiel? Et s'il n'y a pas d'accord avant les élections, est-ce que vous vous dites nous pourrions siéger dans le même groupe une fois que nous serions dans l'hémicycle européen? Je continuerai de défendre cette idée. Que les choses soient quand même dites. Il ne faut pas se tromper d'enjeu, il ne faut pas se tromper d'élection. J'entends aujourd'hui dire un certain nombre de responsables du Rassemblement national: oui, les autres ne servent à rien, les autres sont des candidatures de témoignage, ils vont diviser, nous on doit arriver premier. Très bien, mais en 2014, le Rassemblement national arrive premier, ça n'empêche pas Emmanuel Macron d'être élu. En 2019, ils arrivent premier, ça n'empêche pas Emmanuel Macron d'être réélu. Donc il ne faut pas se tromper, si vous voulez. Là, l'objectif, c'est pas d'être premier. L'objectif, c'est d'envoyer un maximum de députés pour alimenter cette recomposition de la droite au Parlement européen. On est un scrutin à un tour proportionnel. Les votes se cumulent, ils ne s'annulent pas. Il n'y a pas de deuxième tour. Attention de ne pas se tromper d'élection.
Est-ce que quand vous voyez les chiffres, vous l'avez peut-être vu sur notre antenne depuis ce matin, ce sondage Elab qui montre une Marine Le Pen plus forte que jamais. Les Français estiment, je cite, qu'elle est capable de rassembler les Français, qu'elle a les qualités nécessaires pour être présidente. Ils ont une image où ces quelques défauts qui lui étaient attribués sont en baisse. Il la trouve un peu moins autoritaire, un peu moins arrogante, un peu moins inquiétante et à l'inverse, plus courageuse, plus dynamique. Bref, tout est au vert. Est-ce que vous dites pas, je suis partie au moi, mauvais moment. Je reconnais volontiers de grandes qualités personnelles et politiques à Marine Le Pen, mais je maintiens quand même que, qualité ou pas, personne ne peut gagner seul. C'est pas une question de Marine Le Pen ou pas d'ailleurs. C'est nos institutions qui veulent ça. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui à Reconquête, nous avons un projet politique différent. Il y a des convergences avec les LR ou avec le RN. Il y a des divergences avec les LR ou avec le RN. Aujourd'hui, on a un parti qui, en effet, a pour priorité la défense de notre identité et de notre culture, qui a un projet pour simplifier économiquement de droite. On aura peut-être l'occasion de le développer. C'est peut-être là-dessus que vous êtes d'ailleurs le plus éloigné du parti. Entre autres, mais il y a beaucoup de singularités. On est très engagé, vous le savez, sur les questions d'école, de lutte contre le wokisme, de propagande LGBT. Donc, on a un projet qui est différent, qui a sa singularité. Donc, aujourd'hui, on va défendre ce projet auprès des Français dans cette élection. Mais vous vous dites pas quand même. J'ai pas eu le sens du timing. Moi, je considère que il n'y a pas d'ennemis à droite. Voilà, il y a des concurrents, il y a des gens avec qui demain on pourrait être amené à travailler, mais il n'y a pas d'ennemis. Pour moi, l'adversaire, c'est d'abord la gauche, c'est d'abord le centre allié à la gauche. C'est aujourd'hui ceux qui gouvernent, en effet, au Parlement européen. Et c'est en cela, d'ailleurs, que j'essaye et j'espère que nous aurons l'occasion de révéler finalement ce double jeu des Républicains au niveau européen pour certains des élus, pas tous, pour certains des élus qui participent d'un groupe qui a fait élire Madame von der Leyen. Marion Maréchal, quand vous voyez dans ce sondage, il y a quand même un chiffre qui est assez saisissant et qui est en progression. Aujourd'hui, 54% des Français se disent d'accord avec les idées de Marine Le Pen. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une large majorité des Français qui sont d'accord sur les questions notamment identitaires, parce que c'est quand même un sujet majeur. Et ce qui est révélé dans tous les sondages et confirmé dans tous les sondages, c'est que c'est l'un des rares sujets qui fait même consensus. Donc dans ces conditions, on a du mal à comprendre pourquoi, en effet, le président de la République n'arrive pas à se résoudre à mettre en place un projet de loi qui soit plus restrictif. Lui qui, je le rappelle quand même jusqu'alors, est quand même le président record de l'immigration illégale et illégale, alors même que pour une fois, on a la chance d'avoir des Français qui sont d'accord. Mais manifestement, les états-majors politiques sont pas en accord avec leur base. Pas de regret donc d'avoir quitté le RN. Mais une fois de plus, je suis là où mes convictions m'ont amené. Marion Maréchal, vous parliez de la question de la régularisation des sans-papiers. Le parti présidentiel est tiraillé sur cette question. Initialement, il souhaitait faire une régularisation des sans-papiers qui travaillent sous certaines conditions dans les métiers dits en tension. Il semble qu'il s'apprête à renoncer à ce volet-là pour obtenir les voix des LR. Concrètement, vous vous dites, ils sont revenus à la raison. Est-ce que vous pensez aussi à tous les patrons de PME dans la restauration, dans le bâtiment, qui ne trouvent pas d'emploi? Alors là, en l'occurrence, il ne renonce pas par conviction, mais par stratégie politique, comme vous venez de le révéler. Mais ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il y a des métiers en tension, et ça fait 40 ans qu'on fait venir l'immigration en disant on va justement régler le problème de ces métiers en tension, et ça fait 40 ans que les métiers restent en tension. Donc comment on règle ces métiers en tension? Peut-être changeons de stratégie, peut-être posons-nous la question de savoir si on donne les moyens à ces, notamment agriculteurs ou restaurateurs ou patrons de PME de payer correctement ces métiers en question. Peut-être posons-nous la question aussi du coût des salaires. Posons-nous aussi la question aujourd'hui des dérives de l'assistanat, quand dans certains cas le ne pas travailler et cumuler les aides est plus intéressant que d'être un travailleur pauvre au SMIC. Évidemment, tout ça participe d'un pays dans lequel il y a 5 millions de chômeurs, et on a en effet des branches aujourd'hui qui n'arrivent pas à recruter. Mais la stratégie, si vous voulez, de dire aujourd'hui faisons venir encore davantage d'immigration montre bien ses limites, avec toutes les conséquences qu'il y a. Je rappelle par ailleurs qu'il y a aujourd'hui un taux d'inactivité chez les ressortissants étrangers qui est 2 à 3 fois plus important que chez les Français. Donc en fait, en réalité, au prétexte de faire venir de l'immigration de travail, on alimente encore davantage même le chômage et l'inactivité de notre pays, qui pèsent bien sûr sur les Français et les classes moyennes en particulier. La sécurité, après le pouvoir d'achat, c'est la sécurité qui arrive en deuxième point comme préoccupation majeure des Français. Lorsque l'on entend, j'ai entendu la préfète de police des Bouches-du-Rhône, par exemple, qui était mon invitée hier sur RMC, qui dit mais ce qu'il se passe aujourd'hui à Marseille, à Nîmes, c'est précisément parce qu'on s'attaque au trafic de drogue, c'est précisément parce qu'on agit. Est-ce que vous l'entendez ?
Oui, alors j'ai entendu aussi dire, là, suite à un récent rapport, que s'il y avait la surpopulation carcérale en France, c'est parce qu'en fait on avait une politique pénale très ferme et que donc du coup nos prisons étaient pleines. Elles sont ultra pleines. Hein. Elles sont totalement ultra pleines. Mais que les choses soient dites. Il y a trois détenus pour 2 places. Mais ne nous trompons pas sur les causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est un pays où le taux de criminalité et de délinquance est l'un des plus importants d'Europe, hein, même le plus important dans certaines catégories. Je pense aux homicides. En parallèle de cela, nous avons un taux d'incarcération qui est un peu en dessous de la moyenne européenne. Et nous avons évidemment des places de prison qui, relativement à la population, sont en dessous de la moyenne européenne. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas la politique pénale ferme qui est à l'origine de cette surpopulation. C'est parce que nous avons un parc carcéral dont la taille n'est pas adaptée à la gravité de la situation criminelle du pays. Donc le problème, c'est pas le nombre de personnes incarcérées, c'est le nombre de places de prison. Eh ben, c'est déjà d'une part de savoir pourquoi nous sommes à un tel taux de criminalité et en effet un nombre de places insuffisant. Si le gouvernement avait tenu sa promesse des 15 000 places de prison d'ici la fin du quinquennat, nous n'en serions déjà pas là. On n'est qu'à 2441 places de mémoire qui ont été construites, donc très loin du compte. Et pardonnez-moi quand même de le rappeler, ça c'est les chiffres aussi du ministère de l'Intérieur, il y a aujourd'hui 25% de personnes dans nos prisons qui sont de nationalité étrangère. C'est 60% dans certaines prisons à Nice. Donc posons-nous aussi la question, une fois de plus, de ce phénomène sur l'état de la surpopulation carcérale. Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, tête de liste aux élections européennes. Merci d'avoir répondu à mes questions. 8h52 sur RMC BFM TV.